Alors bonjour les amis, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Levez la main juste pour notifier si vous m'entendez. Levez la main pour me notifier si vous m'entendez. Excellent, excellent. Alors donc on va démarrer ce matin une session live assez intéressante. Il y a pas mal de personnes qui sont présentes, donc j'espère que vous allez finir ce live avec moi et que vous n'allez pas partir très tôt. Voilà, donc on aura deux parties. On aura deux parties dans ce live. Je mets la présentation. On aura deux parties dans ce live. Nous aurons une première partie de présentation de la revue de crise. Donc, je vous présente un peu le bilan de ce qui s'est passé entre le 14 avril et le 24 mai de façon globale. Maintenant, ensuite, on va essayer de faire un récapitulatif de ce qui s'est passé cette semaine qui vient de s'achever. Donc, on va examiner les trades qu'on a pris, quelles ont été les erreurs que nous avions fait, euh, quelles ont été également les choses que nous aurions dû faire également. Voilà, donc les erreurs, les performances. Alors, en global, tout ce que nous devons savoir par rapport à ce qui s'est passé tout au long de la semaine qui vient de finir et également de façon générale sur la période du 14 avril jusqu'au 25 mai actuel. Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, nous irons sur les graphiques et ensemble, nous allons analyser rigoureusement les opportunités les plus intéressantes pour le compte de la nouvelle semaine et bien sûr dans la perspective de notre rebond stratégique et psychologique, donc le recouvrement de notre performance négative actuelle. Bien, on va commencer donc avec une petite présentation. Entre la période du 14 avril et aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi rigoureusement les trades des opportunités, j'ai partagé un nouveau portefeuille, donc un portefeuille de 2000 euros environ. Et je vous ai notifié que nous allons suivre ce portefeuille sur une période donnée. Voilà. Donc on a achevé un mois récemment et ensuite une semaine environ dessus. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que actuellement, nous sommes, nous sommes dans une période négative, voilà, donc de moins 27%. Et je suis sûr que l'ensemble des abonnés ici présents, vous avez également vos comptes qui sont en négatif. Le problème se pose de savoir qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché. Est-ce lié à la volatilité? Est-ce que c'est lié à des événements macroéconomiques? C'est vrai, on sait dernièrement qu'il y a assez de macros qui influencent assez négativement les fluctuations des prix sur l'ensemble du forex. Maintenant, est-ce réellement à cause de ces événements, de cet environnement de marché que nous sommes en négatif, ou est-ce qu'il y a des facteurs beaucoup plus humains? Donc c'est ça on va découvrir aujourd'hui lors de la deuxième phase plutôt de cette présentation, c'est-à-dire la partie où on va examiner les pertes qu'on a eues cette semaine, quelles ont été les erreurs qu'on a commises. Voilà. Donc en cette période, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont écrit. Il y a beaucoup qui sont influencés par cette période de paix. Et donc, ça va être compliqué pour vous de vous relever. L'objectif de cette session, ça va être de comprendre ce qui s'est passé. On va tirer des leçons. Ensuite, je vais vous expliquer le plan qu'on va mettre en place pour rebondir efficacement, donc pour recouvrir nos pertes, premièrement, et ensuite pour repasser en positif. Et enfin, je vais essayer tout au long de cette présentation, ou en tout cas tout au long de la présentation, de renforcer l'esprit de chacun d'entre vous pour que nous puissions ensemble relever le défi à partir de demain
histoire de recouvrir premièrement nos pertes et ensuite de trouver le bonheur d'ici quelques semaines. Voilà, donc de passer positif. On va démarrer avec la présentation. Je viens un peu ici, là. Voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on est sur un portefeuille de 2101 dollars, disons 2100 dollars, 2100 euros. Un portefeuille qui a démarré son activité à partir du mois d'avril dernier, mi-avril dernier, 14 avril. Je vous l'avais envoyé au niveau de notre canal privé Telegram. Donc justement, c'est sur ce portefeuille que je trade depuis lors et je n'ai pas eu de nouveau portefeuille. Ça vous permet d'apprécier bien sûr la rentabilité réelle au-delà des bilans théoriques qu'on envoie. Vous avez la rentabilité réelle de ce qu'on fait actuellement. Donc, en réalité, actuellement, nous sommes dans un bilan négatif. Je vous l'ai montré hier. On est à moins, en tout cas, moi là, je suis à moins 560 euros. Environ moins 26% de mon capital. Donc, ce capital-ci. L'impact psychologique de cela, puisque nous avons dépassé les 30 jours de trade, ça implique beaucoup de soucis psychologiques. Donc, notamment la dépression, la déception. Vous êtes déçus. Il y a pas mal qui m'ont écrit, hein, ils sont déçus, ils sont découragés. Il y en a même qui ont des doutes par rapport aux signaux maintenant. Quand on envoie les signaux, vous ne les prenez pas. Il y a une certaine minorité qui prennent rigoureusement, mais la majorité ne le prend plus. C'est tout à fait normal. C'est l'impact psychologique qu'il y a derrière cette période de négativité. Donc, il y a un sentiment d'injustice, d'impuissance. Je pense que ça, c'est beaucoup plus lié à moi-même parce que quand je vois la majorité des clients qui sont déçus, découragés et qui doutent des opportunités que je partage récemment, le simple fait de ne pas pouvoir vous encourager beaucoup plus, de vous montrer que voilà, on est dans une période négative et justement dans cette période, on a besoin de se soutenir. Le fait de ne pas pouvoir le faire rigoureusement et que de se sentir un peu incompris, ça fait des fois qu'on a ce sentiment d'injustice ou d'impuissance par rapport à ce qui se passe. Et sur les réseaux, vous savez que la plupart d'entre les traders vous présentent une atmosphère de gain tout le temps. En réalité, ce n'est pas totalement la réalité. La réalité, c'est celle-ci. La réalité, c'est que des fois, vous allez être en négatif sur des périodes données. La réalité, c'est ça. Des fois, vous allez être en négatif sur des périodes données, ce n'est pas des périodes d'une semaine, hein, ça peut faire un mois ou beaucoup plus que ça des fois. Et des fois également, vous avez des périodes de positivité où vous êtes beaucoup plus en positif. Et donc moi, ce que moi je vous présente, c'est l'honnêteté par rapport à ce qui se passe. Donc la vérité, c'est très important. En tant que client, en tant qu'abonné privé, vous avez besoin de comprendre celui qui vous partage les opportunités, celui qui fait les analyses pour vous. Est-ce que, évidemment, il arrive à faire les mêmes rentabilités que vous? Est-ce que, évidemment, il arrive à supporter les aléas du marché comme cette période de négativité? Et comment il s'en sort? S'il s'en sort très bien, ça veut dire qu'on va s'en sortir aussi. C'est très important pour vous. Vous avez besoin de comprendre la mentalité que j'ai actuellement et de reprendre confiance par rapport à ce que je vous propose. Si je ne vous montre pas la réalité, si je ne vous montre pas ce qui se passe, ça va être assez compliqué de rebondir. Et donc, justement, cette séance, c'est une séance qui me permet de vous présenter les faits. Et ensuite, avec des collaborateurs, on a fait des analyses par rapport à ce qui s'est passé sur les derniers setups qui ont été négatifs, donc les derniers trades perdants, et on a identifié des biais, on a identifié des problèmes qu'il faille relever et qu'il faille corriger également. Alors, quel est l'état d'esprit? Quel est l'état d'esprit à adopter en cette période? Premièrement, vous devez être patient. Vous devez être patient par rapport à la stratégie. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui commencent par prendre leurs propres opportunités. Il y en a qui vont chercher eux-mêmes des setups chaque jour. Donc, ils essaient de récupérer, bien sûr, leur pet.
le plus vite possible. C'est assez intéressant, mais ce n'est pas bien psychologiquement. C'est des erreurs qu'il faut éviter. Vous voyez, tenter de tout récupérer d'une fois. Il y en a qui essaient de récupérer très vite le pet actuellement, et ça, c'est à déconseiller. Il faut faire très attention. Il y en a qui doublent les lots également pour récupérer rapidement. Voilà. Il y en a qui ont totalement abandonné la discipline, donc ne prennent plus les signaux, ne suivent plus les opportunités que je partage, ne lisent plus les commentaires. Et donc, ils sont là avec nous, mais ils sont de l'autre côté aussi, personnellement, à chercher des opportunités pour combler le vide. La première chose que je vais vous dire ici, ça peut choquer un peu. Vous avez mon capital qui est là, non? 2100 $, 2100 €, pardon, et une rentabilité de moins 500. Alors, sur toute une période de plus de un mois, vous pouvez vous poser la question, mais ce capital-là, ce portefeuille-là, est-ce que ce portefeuille me nourrit? Est-ce que ce portefeuille me nourrit? En réalité, non. En réalité, non. Ce portefeuille ne me nourrit pas. Moi, j'ai une entreprise que je gère. J'ai des activités physiques avec des employés, au moins une dizaine d'employés. Des activités dans l'agroalimentaire. Donc, des employés qui travaillent chaque jour. Et moi, je vous consacre mon temps tous les jours ici. Mais de l'autre côté, il y a mon entreprise qui fonctionne. Et ça veut dire que j'ai des revenus passifs de l'autre côté. Ça me permet donc de tenir. Et le trading, normalement, ne devrait pas être pour vous euh, une solution de vous nourrir, la solution pour vous nourrir chaque jour. Donc, vous ne devez pas utiliser vos portefeuilles de trading comme des portefeuilles qui vous permettent d'avoir du cash chaque semaine. Normalement, c'est pas bien. Normalement, c'est pas bien. Normalement, le portefeuille de trading, c'est un portefeuille que vous accumulez sur une période donnée. Et non seulement vous l'accumulez, mais vous essayez de faire de la performance dessus. Et en même temps, chaque mois, selon la rentabilité du portefeuille, vous essayez de vous payer. C'est très important. Par exemple, moi, depuis un peu plus d'un mois, je ne me suis pas payé sur ce portefeuille de trading, simplement parce que je suis en négatif. Mais ça ne veut pas dire que si ce portefeuille était un portefeuille qui me rapportait du cash constamment, ça veut dire que même si je suis en perte, je vais devoir faire des retraits pour me nourrir. Et bien sûr, on aurait des retraits ici, on aurait des retraits, hein, ce n'est pas le cas. Parce que justement, ce portefeuille, c'est un portefeuille de performance annuelle. Donc, je vais travailler dessus pendant toute une année, tout en augmentant le solde, bien sûr. Donc, d'ici 3 mois, je vais augmenter le solde, ainsi de suite. Donc, si vous voulez évoluer, vous devez avoir cette mentalité de gestion de portefeuille. Vous ne devez pas avoir vos portefeuilles là comme des porte-monnaies où à chaque fois vous avez besoin de cash, vous venez faire des retraits. Non, si c'est comme ça, ce n'est pas bien. Déposez uniquement de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite, et au fur et à mesure que le portefeuille évolue et selon la rentabilité que vous avez, si c'est positif, chaque fin du mois, vous allez effectuer des retraits conséquents d'environ 30% pour vous payer vous-même. C'est très important. Mais non, quand vous êtes en négatif, vous ne touchez à rien. C'est aussi simple que ça. Je pense que vous avez compris cette partie. Alors, toujours les états d'esprit à adopter en cette période, vous devez apprendre de vos erreurs. Très important. Actuellement, si je fais cette séance également, c'est apprendre de mes erreurs. Je ne suis pas un saint, je ne suis qu'un humain, je ne suis pas un robot. Donc, il y a des erreurs que mes collaborateurs ont identifiées par rapport aux différents trades. Et tout à l'heure, je vais vous les présenter. Ce que je suis en train de dire ici, c'est très simple, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Il y a des fois, et vous allez remarquer tout à l'heure, pratiquement tous les trades perdants qu'on a eu récemment, j'ai eu à faire des erreurs. Et pour identifier ces erreurs-là, j'ai dû soumettre les trades que je vous ai récemment donné, j'ai soumis ces trades-là à d'autres collaborateurs, à d'autres collègues, et ils ont examiné ces trades-là, ils m'ont notifié les erreurs que j'ai commises selon ma stratégie. Et donc, ces erreurs-là, je vais vous les présenter. Tout ça, c'est pour vous montrer que je ne suis pas un robot, je ne suis pas une IA, donc je ne peux pas faire de l'automatisme par rapport à ma propre stratégie. Donc, des fois, je suis un humain, je vais faire des erreurs. Et surtout, dans cette période négative de perte, c'est une période où je peux encore faire beaucoup plus d'erreurs. Donc, il peut arriver que je fasse beaucoup plus d'erreurs dans cette période.
Et justement, c'est pourquoi il faut limiter le nombre d'opportunités sur lesquelles je me positionne en cette période. Voilà. Maintenant, il y a le détachement émotionnel. État d'esprit à adopter. Détachement émotionnel. Qu'est-ce qu'on dit par détachement émotionnel? C'est-à-dire en cette période-là où vous avez assez de pets, où les pets sont peut-être assez régulières. Ce qu'il faut faire surtout, c'est de trader peu, mais en même temps d'éviter les émotions. Éviter les émotions quand vous êtes devant les graphiques tout le temps. Vous devez éviter de mélanger ce que vous ressentez par rapport au marché. Sinon, ça vous entraîne à faire ces trois choses-là. Vous allez essayer de récupérer toute votre perte, ou vous allez doubler les lots, prendre des lots qui ne sont pas adaptés à votre portefeuille, des risques énormes, ou plutôt vous allez abandonner simplement la discipline de votre stratégie. Voilà, donc si vous mettez beaucoup d'émotions, vous allez rentrer dans ces erreurs psychologiques-là que vous devez normalement éviter. Alors, confiance dans le groupe. L'état d'esprit à avoir, c'est la confiance dans le groupe. Alors ça, c'est assez problématique, hein, parce que actuellement, on sait par expérience, hein, parce que je gère plusieurs canaux privés, je sais que par expérience, c'est difficile pour les abonnés en des périodes comme ça d'avoir confiance dans le groupe. Donc c'est justement pour pallier à ce petit souci-là qu'il est très important de venir en tant que trader principal de ce canal-là, de venir vous présenter la réalité. Parce que si on vous présente la réalité, si je vous montre exactement ce que je fais, les erreurs que j'ai commises et également la façon dont je souhaite, je prévois plutôt euh, recouvrir ces pertes-là, donc retrouver la stabilité que nous avons toujours eue. Donc si je ne viens pas vous présenter tout ça, vous n'aurez pas confiance dans ce que je fais. C'est très important donc de vous montrer la réalité, de vous montrer mon mindset et en même temps la façon dont je souhaite qu'on évite prochainement des pertes inutiles et également la façon dont je souhaite qu'on s'adapte par rapport à cette période pour récupérer et ensuite nous stabiliser. La confiance est très important. Ensuite, vous devez recentrer. Vous devez vous recentrer sur la méthode et non les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu de chercher à recouvrir totalement la perte, c'est-à-dire vous êtes carré sur le chiffre des 560 là, c'est-à-dire que pour la prochaine, je dis par exemple, pour la prochaine opportunité, je prends un lot qui me permet de récupérer 500, de récupérer 600 dollars en profit. Et là, comme ça, je sais que ma perte, je l'ai effacée. Alors, il faut faire très attention par rapport à ça. Le résultat immédiat, ça va être problématique. Ce qu'il faut faire, c'est la méthode. Il faut définir une méthode qui vous permet de récupérer votre perte tout en ayant un as beaucoup plus concentré sur la stratégie que vous mettez en place. C'est-à-dire, ne soyez pas assis sur le résultat immédiat. Ce que veut dire, c'est quoi? Vous avez une rentabilité de moins 26%. Et donc, si vous souhaitez récupérer cette perte-là et vous stabiliser, il ne faut pas aller chercher le recouvrement de 100% de cette rentabilité négative. Par contre, vous pouvez établir une méthode de rentabilité positive sur une période donnée de peut-être 2 mois où vous essayez de récupérer 3%. Vous essayez de récupérer plus 3% chaque semaine. D'accord? Donc, j'efface ce truc-là rapidement. Je prends. euh, vous essayez de récupérer plus 3% chaque semaine. Par semaine, hein, par semaine. 3% par semaine, ça va être très intéressant. Très intéressant. Si vous partez sur une configuration comme ça par semaine, au lieu d'aller chercher les plus 26, 27% là directement en un coup, ça va être beaucoup plus rentable pour vous. Là, vous ne serez pas trop stressé, vous ne serez même pas stressé et ça vous permet de mieux vous adapter par rapport aux aléas du marché. Parce qu'il ne faut pas oublier que le marché ne va pas vous faire du cadeau. Donc, la rentabilité négative en cours là, si vous ne savez pas faire, ça va se poursuivre. Et au lieu de réduire l'écart des moins 27% là, vous pouvez encore augmenter, aller beaucoup plus au-delà. Et lorsque vous atteignez moins 30% de rentabilité, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien.
quand vous êtes proche de ces moins 30% là, il faut rapidement adopter une méthodologie euh, pour rapidement vous ramener dans une atmosphère de stabilité. C'est très important. C'est très important. Très, très important. Alors bien, on va continuer avec la deuxième partie de cette présentation-ci. Entre-temps, il y a ça qui s'est doublé là. Je fais comme ça, c'est bon. Voilà. Bien. Allez, on va défiler et on ira sur maintenant les graphiques. Voilà. Je prends mon pinceau ici, là. C'est bon. Je prends ça, c'est bon. Alors, la couleur, je prends cette couleur-ci, ça peut aller comme ça. Alors, ici, ça va être très intéressant, très, très important. Suivez correctement tout ça. Ce que vous avez là, c'est les 4 pets que nous avons cette semaine. D'accord? C'est les 4. On a eu 3. Et vous avez l'USDC HF là, qui est pratiquement vers son niveau de SL qui est là. Vous voyez, c'est pratiquement vers son niveau de stop loss. Il y a des chances que à l'ouverture du marché, qu'on touche ce stop loss là. Maintenant, tant qu'on ne l'a pas touché non plus, il faut pas toucher, il ne faut pas clôturer. Parce qu'on peut à tout moment avoir des rebonds. Alors, ici, on va examiner les erreurs que j'ai eu à faire. Hein. C'est moi, hein, c'est pas vous. C'est moi qui ai eu à faire les erreurs. Et cela a influencé les décisions que je vous ai partagées. Et bien sûr, cela a influencé, a impacté négativement vos portefeuilles, bien sûr mon portefeuille. Et donc, mes collaborateurs ont pris le soin de notifier, d'examiner ces trades-là. Donc, ils ont examiné les trades et ils m'ont notifié ce que je devrais faire, les erreurs que j'ai eu à faire également, voilà. Et ce que normalement ces trades-là devraient nous rapporter. On va commencer avec le GBP JPY SL à moins 60 pips qu'on a eu à faire. C'était le premier trade sur le GBP JPY de cette semaine. Alors ici, vous constatez que vous avez un row qui est juste là. Ensuite, vous avez un row qui est juste là également. D'accord? Le dernier bas, c'est ici. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un gap légèrement là. Et le prix vient briser le gap et brise en même temps le dernier row. Alors, quand vous avez une structure comme ça, c'est assez intéressant. Automatiquement, vous savez qu'on est dans un retracement. Donc, le retracement, à tout moment, ça peut reprendre sa hausse, comme ça peut continuer et atteindre le dernier bas totalement en bas. Mais dans ce cas ici, on ne pouvait pas savoir si le prix allait reprendre effectivement la hausse ou revenir chercher le support en bas. Donc, on a eu une oscillation et ce qui a été intéressant, c'est que le prix a créé un BOS. Alors, j'efface rapidement ceci là. Voilà. Alors, on a eu le BOS qui est juste là. Le prix qui revient ici. Et donc, quand vous avez un BOS, vous avez la création d'une nouvelle structure de baisse. D'accord? La création d'une nouvelle structure de baisse. Et quand vous avez la création d'une nouvelle structure de baisse là, ce qu'il faut faire, c'est de patienter normalement un pullback vers la dernière résistance. C'est-à-dire, il faut patienter que le marché revienne chercher la dernière résistance totalement en haut ici. D'accord? Déjà à partir d'ici. Et là, c'est à partir de cette résistance-là que vous surveillez maintenant un rejet, un gros rejet. Et dès que le prix vous offre ce rejet-là, vous allez vous positionner à la vente. Normalement, c'est ça. D'accord? Normalement, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Dès que le prix il a cassé, l'erreur que j'ai eu à faire cette semaine, dès que le prix a cassé, automatiquement, j'ai trouvé que c'était assez intéressant vu qu'on avait une dynamique baissière à cause de cette forte bougie-là.
à cause de la grosse mèche qu'on a eue ici, là, j'ai patienté 2 bougies de suite et automatiquement, j'ai donné la vente. Pourquoi? Parce que pour moi, le retracement était déjà fait. Même si c'était léger en termes de retracement, pour moi, c'était déjà fait parce qu'on a eu une grosse mèche. Ça, c'était faux. Ça, c'est un biais psychologique. Ça, c'est faux. C'est un biais psychologique. Tant que vous n'avez pas une structure de creux pour le retracement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de retracement. Et justement, j'ai pris la vente là, SL à 60 pips, et on a SL. On a SL. On a SL. D'accord? On a SL. Alors, ça, c'est la première erreur. Donc, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Vu qu'on avait une création de BOS, il fallait patienter un retracement afin de prendre la vente beaucoup plus haut. Et comme ça, cela allait nous permettre d'optimiser notre entrée, ce qu'on n'a pas fait. Et finalement, on s'est retrouvé avec un trade perdant avec près de 60 pips. Alors, on va continuer avec l'euro USD. Alors, l'euro USD, je pense que c'était le premier trade. Hein. C'était l'un des trades de la semaine dernière. C'était un sell limite dans cette zone. D'accord? Alors, les erreurs ici, premièrement, il faut savoir qu'on a eu un ETE. Donc, épaule-tête-épaule. L'épaule-tête-épaule a été brisée ici. Donc, légèrement là. Dès que l'épaule-tête-épaule a été brisée et qu'on a eu la clôture juste là, alors, il fallait simplement patienter un léger retracement du prix vers la résistance et ensuite, il fallait vendre là. C'était là qu'il fallait vendre. D'accord? Après un léger retracement, il fallait vendre. Donc, je supprime ça, je vous montre correctement. Après un léger retracement, vous voyez, non? Ici, on a eu la cassure de l'ETE. Et normalement, dès que le prix revient ici et on a eu une belle mèche là, on vend directement ici un SL là et vous avez un ratio de 3 tout au moins quelque part là. Normalement, c'est un trade gagnant. Normalement, c'est un trade gagnant et avec un bon ratio. D'accord? Avec un très bon ratio. Ça, c'est le premier trade qu'on a raté. On a d'abord raté cette opportunité-là. Ensuite, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est que j'ai tracé la trendline supérieure de façon incorrecte. D'accord? Normalement, la trendline se trace à partir des points de contact de la structure price action. Donc, vous avez l'euro ici, il y a un bas là, il y a un bas également là. Donc, il faut couvrir ce bas-ci, pas sur ce haut-là, plutôt ce haut, pas ce haut. Voilà. Et comme ça passe par ce niveau ici. Par contre, vous voyez la trendline que j'ai tracée en haut là, c'est une mauvaise trendline. Ça, c'est une mauvaise trendline. C'est très, très, très mal tracé. Je l'ai tracé par rapport à ce niveau-ci. Donc, à ce retracement qui vient. En soi, c'est un retracement. Maintenant, quand le retracement a laissé une mèche là, en intraday, j'ai positionné la trendline supérieure dessus. Et ce que moi j'ai fait, j'ai identifié la projection du Fibonacci entre le dernier haut ici et le dernier bas là. Ça m'a donné un point de convergence ici par rapport à l'ETE. En réalité, le trade sur l'ETE est déjà validé. Dès que le trade sur l'ETE est déjà validé, normalement, on devait faire très attention par rapport aux supposées opportunités que nous avons. Sachant que vous avez une trendline qui passe par ce niveau-ci, il fallait surveiller la réaction du prix par rapport à cette trendline-là. Et à l'instant où la trendline a été brisée correctement, normalement, vous ne vendez plus. Vous ne vendez plus. Normalement, on ne devait même plus vendre dans ces conditions-là. Par contre, comme moi, je ne tenais pas compte forcément de la cassure, je ne tenais pas compte de la cassure de ce TTE-là, pour moi, c'est que c'est maintenant que le TE est validé et que maintenant, on ira, bien sûr, on va chuter. Et ça a été une grosse erreur, très grosse erreur. C'est-à-dire, le post-mouvement ETE était déjà validé. C'était ce mouvement-là. C'était déjà validé. Ce n'est pas maintenant qu'on a un signal de vente. Donc ça, en réalité, c'est un signal de vente, mais c'est un faux signal de vente. C'est un faux signal de vente. Ça nous a valu moins 60 pips. D'accord? Donc c'est une erreur également. Une grosse erreur, un faux signal de vente qu'on a eu et ça nous a coûté, en tout cas, beaucoup d'argent.
On continue avec, l'EuroCAD. Alors, l'EuroCAD, on a fait également un SL à moins 60 pips. D'accord? SL à moins de 60 pips. Ici, ça va être intéressant pour ceux qui font le chatisme. Donc, tout à l'heure, j'ai dit il faut tracer ça. Il faut tracer par là également. Tracer par là. Alors, ici, c'est bien tracé. La trendline est bien tracée. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ici, je parle de faux signal d'achat, dernier haut non brisé, achat trop précipité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que le dernier haut, en réalité, vous avez deux derniers hauts. Vous avez cette zone-là, d'accord? Et vous avez ce haut ici. Cette zone-là n'a pas encore été brisée. Donc, si normalement on devait acheter, il fallait patienter la cassure de cette zone-là, retracement, et là, on allait acheter. D'accord? Donc, le dernier haut n'a jamais été brisé. On était toujours dans une structure de baisse. Et on est toujours dans une structure de baisse en réalité. Et là, nous, on a acheté. On a acheté simplement en tenant compte de l'analyse chartiste. Cassure de trendline, cassure de zone, retest, rebond. Là, c'est bon pour nous. On a acheté. C'était une grosse erreur. C'était un faux signal d'achat. Un faux signal d'achat qui tient uniquement compte d'une seule stratégie. Et là, on a touché le stop loss. On a touché le stop loss. Et si par exemple, on repart sur nos graphiques, sur l'EuroCAD, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, ce que je vous dis ici, c'est ça. Le dernier haut dont je vous présentais, c'est ça. C'est cette zone-là. Regardez un peu ce qui s'est passé. Le marché est reparti à la baisse. Le marché est reparti à la baisse. Ça veut dire que justement, cette zone a été bien travaillée. Elle a été bien travaillée. Donc, c'était un faux signal d'achat. C'était un achat beaucoup trop précipité. Et donc, ça, c'était une erreur également. Ça nous a valu moins 60 pips. D'accord? C'était pas du tout bien. Et ensuite, vous avez le dernier trade là, l'USDC HF sur lequel nous sommes actuellement. Et on risque de se faire sell également. Donc, on risque de se faire sell également. Alors, ce trade là, quelles ont été les erreurs que j'ai commises? Alors, les erreurs, c'était quoi? Les erreurs, selon mon équipe d'analyse, les erreurs étaient très simples. Hein. C'est-à-dire que le prix était venu sur un bon support. D'accord? C'était sur un très très bon support. Je ne sais pas bien droit ici. Sur un très très bon support. Donc vous avez le support qui est juste là. Voilà. Donc c'était sur un très bon support. Alors dès que le prix vient sur un support comme ça, un support H4, normalement, vous avez un retracement qui a quitté ce niveau et qui est venu sur un support intéressant. Donc, dès que vous avez eu le rebond avec cette bougie-là, il faut simplement patienter un léger retracement du prix quelque part là et vous prenez la position en bas. D'accord? Vous prenez la position un peu plus bas et comme ça, vous avez un stop loss très réduit. Et ça, si vous avez fait ça, si on avait fait ça, normalement, ce trade-là, c'est un trade où on aurait pu prendre un premier profit quelque part là, d'accord? Un premier profit parce qu'il y avait une trendline à tracer quelque part ici. Donc, normalement, on devait prendre un premier profit d'environ 60 pips, 40 pips, comme ça, d'accord? Et on devrait être en break-even. On devait être en break-even. Donc, dès que le prix revient maintenant là, normalement, on a déjà encaissé une partie de notre trade et on est éjecté sur le reste en break-even. Donc, de toutes ces opportunités-là, sur le GBP JPY, normalement, on n'aurait pas eu de perte. Sur l'euro USD, normalement, c'était un non-lieu. On ne devait même pas prendre ce trade-là. Sur l'euro CAD, on ne devait pas prendre ce trade-là. Et sur l'USD CHF, normalement, on devait encaisser quand même au moins 50 bips. Ce qui n'a pas été fait. Donc, de tout ça, normalement, on ne devait même pas avoir de perte. Alors, on va continuer avec les break-even. On a eu deux trades en break-even cette semaine. Deux trades en break-even. Vous avez eu l'euro AUD et vous avez eu l'euro NZD. On va commencer avec l'euro AUD. L'euro AUD, on avait
deux types de problèmes. C'était un biais psychologique profond, c'est-à-dire qu'on est resté sur un trade qui a duré plusieurs jours, et finalement, ça n'évoluait pas. Et on était vendredi. Donc, un trade qui est resté là pendant plusieurs jours et puis ça n'a pas évolué, un vendredi, techniquement, ce n'est pas un jour où je trade. Par contre, même ce jour-là, j'ai donné un signal de vente sur le GBP-JPY très tôt le matin. C'était la limite, quoi. Par contre, l'euro AUD, dans l'après-midi, je vous ai demandé de clôturer au BE. Donc, clôturer un trade sans perte ni gain, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Toutefois, vu qu'on est déjà resté sur ce trade-là plusieurs jours d'affilée, normalement, on aurait dû maintenir le risque parce que c'était déjà un trade qui a duré plusieurs jours. On ne devait pas clôturer simplement en BE parce qu'on est un mercredi. Et on est un vendredi, pardon. Et donc, ce trade-là, on a clôturé trop tôt. Donc, il y a une sortie anticipée, pas peur du risque, parce qu'on était un vendredi et on a trop duré. C'était un biais psychologique profond. Enfin, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas moi-même qui ai fait l'analyse, hein, c'est mes collaborateurs qui ont fait l'analyse pour moi. Donc, je ne pouvais pas analyser mes propres erreurs. Vous avez compris. Donc, je devais soumettre les trades à mes collaborateurs et c'est ainsi qu'ils ont analysé tout ça et ils m'ont donné ce compte rendu là. Donc, il y avait un biais psychologique profond parce que j'avais une peur du risque. On était vendredi et on est resté sur ce trade-là 3 jours, je pense 3, 4 jours comme ça. Donc, c'était déjà trop. Pour moi, c'était déjà trop. Normalement, ce qu'on devait faire sur ce trade-là, on devrait encaisser environ 110 pips hier, hein, depuis l'après-midi d'hier. Et on devait être actuellement en break-even sur le reste. C'est-à-dire, normalement, ce serait un trade en cours actuellement, mais sur lequel on a déjà encaissé près de 70 pips. D'accord? Normalement, c'est ça. Mais malheureusement, à cause des erreurs que j'ai eu à commettre, voilà, qu'on m'a soumis, ces erreurs-là nous ont fait sortir de ce trade-là beaucoup trop tôt. Voilà. Ensuite, vous avez l'euro NZD. Alors, l'euro NZD également, c'était même assez embêtant. Quand mes collaborateurs m'ont envoyé le rapport sur ce trade-là, ça a été très embêtant pour moi. Je vous explique. C'est-à-dire que ce trade-là, on n'avait pas une stratégie de sortie préparée. Quand je dis stratégie de sortie préparée, si vous avez fait attention sur l'ensemble des erreurs que je vous ai notifiées, le gros problème, c'est la stratégie de sortie préparée. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on avait un signal d'entrée, quand sortir réellement, quand encaisser nos premiers coups, quand encaisser nos premiers profits, ce n'étaient pas des choses qui étaient très préparées. Cette semaine, je ne les avais pas vraiment préparées. Il y avait un biais psychologique assez profond. C'est vrai que je m'éloignais des graphiques par moment, mais ça ne résolvait pas forcément le problème. Donc, il a fallu bien sûr que mes collaborateurs me mettent l'accent sur ces erreurs-là pour que moi-même je comprenne. Vous voyez, c'est des choses que je connais, mais c'est des choses qui peuvent arriver quand vous avez un biais psychologique profond et que vous êtes dérangé par une période de paix. Sincèrement, je ne vous le souhaite pas, mais quand vous avez plus de 1000 clients, faites un peu le calcul, hein, vous êtes près de 800 et quelques au niveau de Pierre, au niveau de Winvest. J'ai également ma propre communauté où j'ai une centaine de clients VIP. Et il y a également d'autres communautés que je gère, hein, voilà, d'autres communautés que je sous-gère, où j'apporte mon expertise, voilà. Et quand vous avez plus de 1000 clients comme ça à charge là, des fois comme ça, quand vous êtes dans des périodes négatives, ce qui vous sauve, c'est la discipline que vous aviez eu à développer sur les années. Parce que là, vous allez comprendre que malgré toutes ces erreurs-là, il y a quand même une discipline bien organisée par rapport au trade. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de prendre n'importe quel trade comme ça. Je prends les trades avec bien sûr une logique donnée, même si la logique, il y a des erreurs derrière. Et en même temps, selon la gestion de risque, là, on prend des risques très mesurés. Je prends des risques très mesurés. Donc, vous voyez ma rentabilité. Si j'avais pris des lots, n'importe quel lot, si je prenais les trades n'importe comment, je pense que normalement, j'allais cramer depuis. Donc, je pense que tout ça, c'est la discipline que j'ai dû développer sur ces 7-8 dernières années qui me permettent bien sûr de
de survivre à ces périodes-là de négativité malgré autant d'erreurs. Vous voyez, on a eu beaucoup d'erreurs, hein? Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais malgré ça, je n'ai pas cramé mon capital. Je n'ai pas cramé. J'ai pas cramé, je suis à moins 27%, donc ça va, ça va. Ça va pour le meilleur des mondes, ça va. Donc maintenant, avec la connaissance de ces erreurs-là, normalement, je dois pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Voilà, donc je me suis entouré de mes collaborateurs depuis hier. Hein. Depuis hier, je suis avec mes collaborateurs. On s'amuse bien. On est sorti pour se détendre là. Là, ils sont là avec moi. On essaie de vous présenter tout ça. Donc déjà, à partir de demain, ils seront avec moi pour qu'on prenne de bonnes décisions, pour qu'on évite les biais psychologiques, parce que ces biais psychologiques que je vous énumère là ont été listés par mes collaborateurs. Donc à chaque fois que nous avons une opportunité, on va vérifier si ces biais psychologiques-là ne viennent pas interférer avec les opportunités que je partage avec vous. Donc, on va vérifier tout ça d'abord avant de vous envoyer les opportunités. Et donc, ici, on continue avec l'euro NZD. Vous avez une belle opportunité d'achat. Donc, on a pris l'achat quelque part ici. C'était vraiment une belle opportunité d'achat. Donc, on a patienté un premier test, réintégration, deuxième test, réintégration. Ça fait la troisième réintégration. On est rentré sur le trade à l'achat. Alors, ce qui était très important, c'est d'identifier que la zone de la résistance ici, là, c'était une zone optimale d'encaissement de profit. C'est-à-dire, si le marché venait là, touchait le point de contact ici, normalement, on devrait encaisser des profits. On devait prendre des partiels. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans la semaine, je vous montre sur le graphique directement. C'est le NZD, hein. Voilà. Dans la semaine, le marché est revenu jusqu'ici. C'était jusqu'ici. On avait pris le signal quelque part là. Donc normalement, on devait encaisser près de 130 pips. D'accord? On devait encaisser près de 130 pips. En partiel, hein? En partiel. Au moins 100 pips. On devait prendre au moins 100 pips en partiel. Et normalement, ce trade-là, on serait sorti en break-even, mais avec des profits encaissés. D'accord? Avec des beaux profits encaissés. Mais ça n'a pas été le cas parce que la stratégie de sortie n'a pas été bien préparée. Et en plus de ça, bien, voilà, il y avait un biais psychologique. Bon, tout simplement. Ce qui est intéressant ici, et mes collaborateurs m'ont félicité par rapport à ça, c'est que je pense la discipline que j'ai normalement, cette discipline me protège. Hein. En fait, moi-même, je ne m'en rends pas compte, mais ça me protège. C'est-à-dire, il y a des traders, normalement, quand ils prennent des opportunités comme ça, le marché va, revient, ils vont reprendre encore. Ils vont reprendre le trade. Mais moi, généralement, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Ce n'est pas dans mes habitudes. Quand je prends une opportunité, je respecte ce que le marché fait. Donc, on a pris, le marché est parti, on a sécurisé, ensuite, on s'est fait BE. On n'a pas, plutôt laissé le stop loss en bas. Donc, normalement, si on avait laissé le stop loss en bas, je pense que normalement, on serait en train de tourner autour. Hein. Normalement, on serait en train de tourner. C'est vrai qu'on ne serait pas en train de... On n'aurait pas eu un stop, un SL, mais on serait en négatif. Donc, on serait légèrement quelque part là. Voilà. Et ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi vous devez avoir une discipline dans votre trading. Une discipline dans votre trading. Et la discipline, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. Hein. C'est quelque chose, c'est des habitudes. Hein. C'est des habitudes que vous avez qui vous permettent de survivre dans ces genres de périodes-là. C'est des habitudes que vous devez développer avec le temps, avec les années, devant les graphiques. Et ça prend du temps. D'accord? Alors, on va continuer maintenant avec le GBP JPY. Ça, c'est notre dernier trade qui est en cours là. Alors, ce trade-là, c'est un trade très intéressant. Sincèrement, j'aurais vraiment voulu éviter les erreurs que j'ai eu à commettre ici. Sinon, on aurait vraiment pu finir la semaine en positif. Je vous explique. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que on devait patienter que le marché revienne chercher cette zone. Hein. Je vous ai dit ça tout à l'heure, un peu plus haut. Alors, justement, vous avez vu, non? Le marché, il est revenu chercher la résistance. Et on a eu un beau rejet. Vous avez un beau rejet dans ce cas. Alors, c'est un peu flou là. Je vais supprimer pour vous montrer. D'accord? Vous avez un beau rejet ici. Vous avez une bougie là. La bougie H4 ici a effectué une grosse mèche. C'est une grosse mèche.
Normalement, quand vous avez une bougie comme ça, c'est à ce moment que vous devez vous positionner à la vente. C'est là qu'on devait vendre. C'était pas ici qu'il fallait vendre. On avait vendu ici, on a SL. Et ensuite, là, maintenant, on n'a pas vendu très tôt. D'accord? On a vendu plutôt un peu tard. L'entrée n'est pas mal, hein? C'est-à-dire entrée intéressante, mais on pouvait mieux faire pour optimiser le risque reward. Ça, c'est ce que mes collaborateurs m'ont notifié. C'est-à-dire l'entrée qu'on a prise hier, c'était une bonne entrée. C'était intéressant, mais on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux, ça veut dire que on aurait eu une entrée beaucoup plus haute, d'accord, beaucoup plus haute, et ça nous aurait permis d'encaisser quand même pas mal de profits si on avait également une stratégie de sortie préparée. Parce qu'entre-temps, vous vous rappelez, hier, le marché a effectué un boom là, un boom baissier juste quelque part ici, d'accord? Juste quelque part là. Vous imaginez un boom comme ça, juste quelque part là. Normalement, vous avez dépassé le ratio de 2,5. Si on avait pris l'entrée en haut, et là, normalement, on devait avoir encaissé près de 150, 130 pips comme ça. Et on serait en break-even. Et dès que le marché maintenant revient sur cette zone-là, parce que là, à la clôture, on a quelque chose comme ça. Hein. À la clôture, on est un peu comme ça, vous voyez. À la clôture, ouais, le marché, il était revenu chercher totalement plus bas ici. Donc, on aurait eu une opportunité d'entrer quelque part là. Alors, de là à là, ça nous aurait fait quoi? Attends, je vérifie rapidement. De là, euh, comme ça, de là à là, ça nous aurait fait environ 120 pips. D'accord? Environ 120 pips. Donc, normalement, on aurait eu environ 120 pips encaissés par rapport à cette opportunité. Et là, actuellement, on serait en break-even. Le trade serait toujours en cours avec de micro-lots, ou plutôt des lots assez intéressants, et on serait en break-even. D'accord? Et donc, voilà un peu la présentation par rapport aux erreurs que j'ai eu à commettre par rapport aux opportunités que je vous ai partagées cette semaine-ci. Voilà. Donc, d'abord, je fais une pause. Je vous demande, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je prends toutes les questions. Si quelqu'un veut poser une question, vous levez la main. Je vais activer votre micro et vous allez me poser la question. Allez-y. Levez la main, j'active votre micro et vous allez poser la question. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, alors on va partir sur la deuxième partie de cette séance live. Et donc la deuxième partie, c'est plutôt sur les graphiques. D'accord? C'est plutôt sur les graphiques. Alors, on vient sur les graphiques. Alors, les graphiques, hein. On va analyser les graphiques. Donc, j'ai commencé l'analyse entre-temps pour vous. On va faire une analyse plutôt price action. Hein. Je veux qu'on comprenne le prix. On va essayer de comprendre le prix. D'accord? On va comprendre le prix. Alors, on est sur l'euro USD ici. Vous avez l'euro là. Vous avez les euros qui sont là. Donc, on est toujours en réalité dans une structure de baisse. Faites attention. On est toujours dans une structure de baisse. Parce que le dernier euro ici n'a pas encore été brisé. Attention. Par contre, avec le chartisme, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était ça. Donc, on passe par ces niveaux-là et on fait comme ça. Si on avait fait ça, si on avait tracé ça, on aurait dû profiter de cet achat-là. On avait un achat ici. On avait un achat assez intéressant quelque part là. D'accord? On aurait pu prendre environ 100, disons 30 pips là, quelque part. En tout cas, on aurait pu prendre un petit trade ici en intraday. On aurait pu également profiter de cette opportunité là. Voilà. Donc, on avait pas mal quand même d'opportunités qu'on pouvait prendre. On avait pas mal d'opportunités qu'on pouvait prendre avec cette structure de prix. Vous voyez, mais on a loupé tout ça, on n'a rien pris, on a profité d'absolument rien parce que, bon, voilà, mes yeux étaient ailleurs et je voyais même pas qu'on avait des opportunités. D'accord? C'est avec mes collaborateurs,
on a identifié ces opportunités et on a compris qu'il y avait quand même quelque chose à faire dans ces conditions-là. Voilà, donc le dernier haut n'a pas encore été brisé et justement, en termes de prévision, ce qu'il faut patienter voir, c'est d'abord la cassure de ça. Donc, si le marché est arrivé à casser ça, il faudra que ça retrace avant de partir. Donc, si on casse le dernier haut, là, on serait déjà dans une structure de hausse. Et ici, on peut tracer ça. C'est-à-dire, on peut facilement tracer deux points de contact là. Deux points de contact là. Voilà. Et ça nous permet de faire une projection. Ça permet de faire une projection de prix. Alors, j'active quelque chose rapidement là. J'active quelque chose là, ici. Un instant. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je supprime ça, je supprime ça, je supprime ça également. Je supprime les petits trucs là. Ceci également. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. C'est que nous avons une nouvelle structure de hausse qui est en train de commencer. Et on va dupliquer cette trendline là vers ce haussier. D'accord? On va dupliquer également vers le niveau ici. Voilà. Donc nous avons deux niveaux de résistance dynamique qui sont là. Et on sait que le marché peut être rejeté dans cette zone-là. Mais là, ce n'est pas notre problème. Nous, on est dans une structure beaucoup plus haussière, donc on va faire très attention. Il faut patienter. Si par exemple le prix se faisait rejeter ici, c'est-à-dire on a un gros rejet, je fais attention là, on a un gros rejet là, alors à la cassure du rejet, on peut prendre une opportunité de vente et aller chercher en tout cas un bon TP avec, bien sûr, hein, cette fois-ci, il ne faut pas qu'on reprenne les erreurs qu'on faisait, il faut identifier des niveaux d'encaissement de profit. Donc ici, par exemple, vous avez cette zone-là, vous pouvez encaisser des profits. Vous avez également cette zone, vous pouvez encaisser des profits. Voilà. Et si le prix revient maintenant chercher le support ici, vous allez acheter en patientant bien sûr un rebond technique. Hein. Il faut que vous ayez un bon rebond technique. Vous achetez SL légèrement en bas et vous avez des niveaux d'encaissement comme par exemple cette zone-ci. Ensuite, vous pouvez laisser hein, le reste en break-even et aller chercher beaucoup plus loin. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir par rapport à l'euro USD pour le compte de la semaine prochaine. Alors, l'euro JPY. L'euro JPY, on a eu de très très beaux rebonds. On a eu de très très beaux rebonds. Il faut notifier que le prix est sur un très gros support. Entre-temps, je pense que vous avez eu cette vente-là, cet achat avec Pierre. Vous avez eu un achat ici avec Pierre. Je ne sais pas si vous avez SL, mais le prix est revenu chercher très bas. Hein, donc peut-être que vous avez touché le stop, je ne sais pas. Là, on est dans une structure baissière. Vous ne pouvez pas acheter ici. Il faut faire attention si vous achetez là. Parce que vous avez un très fort momentum. Patientez que ce niveau soit brisé. Donc si ce niveau est brisé, vous avez le niveau là qui est également en haut. Vous avez toute une zone là qui est ici. Donc si le niveau là est brisé, patientez en intraday. Et si vous avez un retracement qui vient rebondir en intraday M30, là vous pouvez commencer par acheter en intraday. Hein. Sinon, si vous faites du swing, patientez que la résistance en haut soit brisée et ensuite un retracement et vous allez acheter. D'accord? Voilà, donc ça, très simple en termes de prévision. Vous faites très attention par rapport à ça. Voilà, c'est des analyses que je n'ai pas faites moi-même. Ce sont mes collaborateurs qui ont fait tout ça. Bien. Alors ici, comme je vous l'ai expliqué, on était dans une structure baissière. Le prix a été rejeté dans la zone ici. Voilà, et là, on est en train de chuter. Alors, là, actuellement, le prix est sur un support très intéressant. Alors, ce support-là, vous avez un rebond qui est là, d'accord? Mais il faut savoir qu'on est dans une structure de baisse. Donc, est-ce que vous devez acheter? Non, je ne pense pas. Si vous achetez, c'est trop risqué. Trop risqué parce qu'à tout moment, ça peut couler, d'accord? À tout moment, ça peut couler. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter ici. Maintenant, patientez que le prix revienne casser cette zone-là. Donc, si ça vient casser ici, alors là, si ça rebondit après un léger retracement,
là, vous pouvez acheter, aller chercher très très loin. D'accord? Vous pouvez aller chercher très loin. Voilà. Par contre, structure de baisse, faites attention. Structure de baisse, faites attention. EURNZD maintenant. EURNZD, là, on a une structure de baisse qui est en continuation. Hein. Donc, on a été rejeté ici. Buy side liquidity a bien réagi. Et donc, on est dans une structure de baisse pour le moment. Voilà. Donc, est-ce que le marché va poursuivre sa baisse ou est-ce que le prix va rebondir ici pour reprendre sa hausse? Alors, c'est au marché de décider, mais pour le moment, on n'a pas encore assez de structure de prix pour nous dire que voilà, on ira à la hausse ou bien on ira à la baisse. Il faut simplement patienter la réaction du prix par rapport à ce support-là et ensuite patienter les légers retracements, les fluctuations du prix et surveiller une configuration chartiste intéressante avant de vraiment vous positionner à l'achat ou à la vente. Si vous devez vendre, vendez en haut. D'accord? Si vous devez vendre, hein, si vous devez vendre, sincèrement, vendez en haut. Là, vous aurez une bonne structure de risque-reward. Et si vous voulez acheter, soit vous achetez ici, d'accord, et vous placez votre stop loss là, soit si vous faites là, ça et puis ça vous éjette en paix, vous avez une nouvelle opportunité d'achat totalement en bas. Donc, dès que ça vient là, vous pouvez également acheter SL en bas et comme ça. D'accord? Maintenant, si vous devez vous vendre, je dis vendez en haut. Patientez un retracement ici et là, vous allez vendre tout simplement. D'accord? Bien. Là, je ne vous fais pas de grosses analyses hein, parce que je ne veux pas commencer par analyser les choses moi-même. J'ai laissé le soin à mes collaborateurs de faire ce qu'il fallait. Et là, moi, je vous présente juste ce que l'ensemble de mon équipe a identifié. D'accord? Ça me permet d'éviter de mettre ma propre intelligence en jeu ou mes connaissances en jeu. Voilà. Ici, c'est une baisse en cours. Vous avez un support qui est là. D'accord? Donc, si le prix revient ici et rebondit, alors vous avez la possibilité d'acheter. D'accord? Et vous avez des objectifs comme cette zone-là, comme la résistance là également. Par contre, la baisse là peut se poursuivre. Hein, ça peut se poursuivre. Ça veut dire que le marché peut faire quelque chose comme ça, revenir chercher la même résistance quelque part là et rejeter. Et là, vous pouvez vendre SL juste en haut et là, vous irez chercher très bas avec un premier objectif quelque part ici, un deuxième objectif quelque part ici par exemple. D'accord? Je rappelle l'importance de définir vos objectifs. C'est vrai que vous n'aurez pas les TP1, les TP2. Par contre, je vais placer des niveaux d'alerte pour notifier au niveau de chaque signal maintenant que quand vous aurez des signaux, je vais notifier dans le signal que à ce niveau-ci, nous allons prendre des partiels. À ce niveau-ci, nous allons prendre des partiels. C'est très important. Parce que ce manque de stratégie d'encaissement de partiels là, selon les niveaux. Parce que si le prix vient ici, si vous vendez en haut ici par exemple, d'accord, vous avez vendu, supposons que vous avez vendu là, et le prix est en train de venir sur un support, ça vient casser le support là, et vous avez clôturé franchement. Normalement, vous encaissez. Normalement, vous encaissez. Parce que vous ne savez pas si le marché viendra là, ou bien est-ce que ça va rebondir, repartir. Vous ne savez pas. Il y a de l'incertitude. À chaque fois, le prix revient sur une zone donnée ou sous une zone donnée, vous devez absolument prendre des partiels. Absolument, si vous êtes en positif. Alors, USD-CHF, alors, on est mal hein, dans ce cas ici, là, on est très mal. Je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire. Le marché, normalement, on devait être sorti BE, donc normalement, il devrait avoir pas grand chose à faire dans ce contexte-là. Même si vous avez un gros support ici, la semaine prochaine, là, il faut éviter d'acheter tout de suite. Il faut patienter que le marché vous offre une cassure de zone. Donc, cassure de zone, c'est quoi? C'est que vous avez un rebond là, vous ne faites rien absolument. Vous patientez que le marché vienne casser ça. Et là, en haut ici, si le marché casse là, on peut acheter en haut là. D'accord? On va pouvoir trouver des opportunités d'achat après cassure. Là, on est beaucoup plus sûr, beaucoup plus serein. D'accord? SL juste en bas. Et dès que le prix atteint, je pense qu'on va même prendre un achat beaucoup plus bas. Comme ça, dès que le prix atteint la première résistance là, on prend des partiels
on prend des partiels, on laisse le reste. Et si le marché atteint cette zone-là, on encaisse la majorité et on laisse le reste en break-even. Voilà, très important, très important. Ici, on n'a pas grand-chose, hein. On est dans une structure de baisse profonde, donc je ne vais rien toucher pour le moment là. USDJPY. Alors, ici, vous voyez, hein, ici par exemple, c'est ce que j'envisageais sur le GBP-JPY. C'est-à-dire que le prix revient sous la résistance. Normalement, vous avez un rejet ici, par exemple. Vous vendez là, vous avez votre stop loss là. Normalement, vous encaissez votre premier TP quelque part en bas ici. D'accord, vous encaissez quelque part en bas. Et le reste là, normalement, vous avez déjà encaissé des profits. Vous voyez, c'est des opportunités qu'on n'a pas pris cette semaine, par exemple. C'est de très belles opportunités. Hein. Très belles opportunités. En tout cas, la semaine prochaine, avec mes collaborateurs, on va essayer de ne pas rater ces opportunités-là et surtout faire attention à avoir de bonnes stratégies d'encaissement, c'est-à-dire d'abord les points d'entrée. On ne va pas rentrer n'importe où, il faudra rentrer vraiment dans des zones très intéressantes. La meilleure même, ce serait de rentrer ici, par exemple, avoir le stop en haut, c'est mieux hein, que rien. Et là, vous allez encaisser quelque part là, un bon ratio de 3. Ensuite, là, le reste. Vous imaginez, hein, ça c'est très intéressant. GBP USD. Alors, on va finir avec le GBP JPY hein, pour finir hein, totalement. Alors, le GBP USD, vous avez une structure comme ça. Voilà, le prix a cassé cette zone ici. On a eu un retracement là, d'accord? On a eu un retracement. Donc, techniquement, on aurait pu prendre un achat quelque part ici, un stop loss là, et dès que le prix atteint la résistance dans cette zone-là, on aurait pu commencer par encaisser des profits. D'accord? Donc ça, c'est un peu la structure d'opportunités que mes collaborateurs m'ont présenté. C'est quand même assez intéressant. C'est très intéressant. Pour la semaine prochaine, on n'a pas grand-chose. Hein. On n'a vraiment pas grand-chose. Si le marché ne retrace pas vers les supports afin de reprendre sa hausse, voilà, il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc ça peut, la baisse peut se prolonger également, donc faites très attention. Alors maintenant, on va finir avec le GBP-JPY. Le GBP-JPY, vous avez constaté le rejet. Hein. Vous avez un très beau rejet ici. Normalement, par exemple, pour ceux qui sont revenus un peu en retard par rapport au marché, ils vont vendre ici, placer des stop loss sur les derniers rows là, et ils ont leur TP totalement en bas. Donc, je pense que là, on est toujours dans le mouvement. On est toujours dans le mouvement. Moi, j'ai demandé à ce que vous rameniez vos stops un peu plus bas ici. Entre-temps, on avait sécurisé. Normalement, on devait sortir break-even. Hein. Je vous l'ai expliqué. Normalement, on devait avoir notre entrée beaucoup plus haut. On devrait normalement déjà avoir encaissé un bon profit ici. Et dès que le prix est revenu là, par exemple, normalement, on serait en break-even. Donc, nous, là, on a notre entrée qui est juste là. Le prix est aux alentours de notre entrée. Donc, il faudra patienter à l'ouverture des marchés. À l'ouverture des marchés, nous allons ramener notre stop loss en haut. D'accord? Voilà, parce que ça sert absolument à rien de mettre le stop loss là. Ça sert absolument à rien. Je l'ai mis là, par exemple, tout ça c'est des erreurs. Hein. Je l'ai mis là parce que le prix avait commencé par retrater légèrement. Donc, on s'est dit que si le marché revient au niveau de notre B, il ne faudrait pas qu'on soit jeté trop vite. Donc, je vous ai dit d'amener un peu le stop loss en haut pour supporter que le marché vienne là et ensuite reparte. Mais malheureusement, le prix est resté là. On n'a pas eu de rejet finalement. Donc, et je ne vous ai plus finalement demandé de ramener vos stop loss un peu plus haut. Voilà, donc en début de semaine prochaine, il faudra ramener les stops à leur niveau de base et ensuite patienter que le marché vraiment nous donne raison. Sinon, dans le cas contraire, on va devoir patienter. Mais je pense qu'avec ces multiples rejets-là, vous avez pas mal de rejets ici. Pas mal de rejets, pas mal de rejets. Normalement, le marché peut même ouvrir avec un gros gap baissier et ensuite, on va atteindre notre objectif. Vraiment, c'est ce que je souhaite. C'est vraiment ce que je souhaite. Sinon, ce sera un nouveau essai dans ce cas si le marché vraiment invalidait ce mouvement. Voilà, vous avez cette zone qui est là, il y a une résistance qui est là.
très grosse résistance. Donc si le prix revenait à casser cette résistance-là, ça serait une invalidation de notre vente. Par contre, là, avec les multiples rejets à la baisse, il y a de fortes chances que le prix atteigne bien sûr le premier objectif ici. Donc si le marché atteint cet objectif-là, on va encaisser des profits hein, déjà très tôt le matin. Si on a vraiment un gap baissier, on va encaisser des profits. Ensuite, dès que le prix atteint l'objectif final, on encaisse la totalité. Voilà, donc ce sera tout pour cette séance d'analyse, de revue et tout et tout. Ce sera tout pour cette séance. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à lever la main. Je vous donne la parole et vous allez, on va causer un peu. Avez-vous des préoccupations? Levez la main et je vous donne la parole et vous allez poser des questions. Je vais répondre à vos questions. Il y a Ali Ben qui est là, Elilatan, Kali, Stéphane, il y a Diallo, il y a Mama Habita, il y a James. Alors, qui veut parler? Quelqu'un veut laisser un mot? Quelqu'un veut laisser un mot? Levez la main. Kali veut parler. D'accord. Alors, Kali veut parler. Bien. Allow to speak. Voilà. Allez, il faut activer ton micro. Il faut activer ton micro. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Oui, dans l'ensemble, je voulais juste dire vraiment merci pour tout l'effort que vous faites pour nous. Je t'en prie. Et c'est un moment qui est très difficile pour nous tous. Mais c'est avec les horaires qu'on apprend mieux aussi, quoi. Exactement. Courage surtout et ne jamais laisser tomber. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Kali. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait laisser un mot, ce serait intéressant. Il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait laisser un mot. Ok. Donc, s'il n'y a plus quelqu'un, et je vous dis donc merci à chacun d'entre vous d'être passé sur cette session live d'analyse. Ça a été très intéressant. J'étais très ravi d'être avec vous. C'était un vrai plaisir. Hein. C'était vraiment un très gros plaisir. J'ai aimé, ça m'a fait plaisir aussi. Alors, donc, on se dit à demain pour une nouvelle aventure et j'espère vraiment que les choses vont rentrer dans l'ordre. On va profiter des marchés. Ce sera une très belle expérience. Et merci à chacun d'entre vous et on se dit à demain.